Bonsoir tout le monde. L'Iran et Israël sont-ils à deux doigts d'un affrontement majeur? L'équilibre du Moyen-Orient est-il sur le point de s'effondrer? Et surtout, une troisième guerre mondiale est-elle en train de se dessiner sous nos yeux? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Espoir et Dignité. Aujourd'hui, nous avons le privilège et le grand honneur de recevoir notre expert, notre camarade Omar Bender, économiste, ancien haut responsable algérien et analyste politique reconnu, pour décrypter avec lui les enjeux d'un conflit qui secoue déjà la planète. Installez-vous, abonnez-vous et surtout préparez-vous à une chance sans langue de bois. Merci infiniment, camarade Bender, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, cher frère Abdel Jalil. C'est un privilège de pouvoir échanger avec toi et c'est un grand plaisir que de pouvoir échanger aussi avec tous les amis qui suivent cette excellente chaîne. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer avec la mise en contexte. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer les origines historiques du conflit entre l'Iran et Israël? Qu'est-ce qui, selon vous, distingue l'escalade actuelle des précédentes tensions entre ces deux puissances? Et peut-on parler aussi d'une guerre par procuration au Liban, à Gaza et en Irak entre les deux pays? Le contexte historique, il est ancien, il est profond. C'est un affrontement autour de la question de la colonisation de la Palestine par le sionisme. Le soutien de la révolution iranienne dès le 1979 à la résistance palestinienne et son refus de l'hégémonie et du diktat américain dans la région explique largement un climat d'animosité entre ce porte-avions immobile de l'impérialisme américain qui est l'État d'Israël aujourd'hui et la révolution islamique iranienne. Donc il y a une sorte de profondeur historique importante qui est aussi celle de cette, comment vous dire, cette matrice de la résistance à l'implantation d'un corps étranger dans la région par les puissances occidentales et à leur tête les États-Unis. Donc voilà, il y a un vieux contentieux politico-historique, un vieux contentieux décolonial entre cet État fantoche fabriqué par les Occidentaux et la République islamique d'Iran. Alors, s'agit-il pouvons-nous parler d'un conflit par proxy, comme le mot est maintenant devenu commun dans les analyses? Non, il y a une résistance des peuples arabes à l'expansionnisme de cet État sans frontières qu'est l'entité sioniste. Il y a une résistance islamique, il y a une résistance palestinienne, il y a une résistance au Liban, il y a une résistance un peu partout dans le monde arabe qui ne peut en aucun cas être considéré comme des vassaux ou des proxys, pour parler ce langage affreux des analystes américains, de la République islamique d'Iran. Il y a des proxys effectivement, mais des proxys occidentaux. Et les proxys occidentaux, on les connaît bien, on les voit à l'œuvre. Ce sont les régimes arabes. Ce sont les roitelets du Golfe Persique, les dictateurs sanguinaires d'Égypte et leurs homologues à travers le monde arabe. Ceux-là, oui, sont des proxys, ce sont des valets qui n'ont pas d'autonomie stratégique, ni même de marge de manœuvre politique vis-à-vis de leur maître. Mais peut-on dire que la résistance palestinienne soit le proxy de tel ou tel pays? Je n'y crois pas beaucoup. Les enjeux régionaux et les implications internationales. Quel rôle jouent les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine dans cette confrontation? En plus de ça, vous venez d'évoquer la situation et la position des pays arabes. Comment percevez-vous le positionnement des pays arabes, notamment l'Algérie, l'Égypte ou la Jordanie, dans ce contexte? Le rôle évidemment, la stratégie globale de l'Occident depuis la chute de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, hein, vers 1918,
Depuis le partage du Moyen-Orient entre les puissances impérialistes, à l'époque l'Angleterre et la France, repris après 1945 dans la succession, hein, en quelque sorte assurée par les États-Unis, tout ça montre bien qu'il y a une volonté hégémonique extrêmement ancienne qui vise à contrôler le Moyen-Orient à travers des États affaiblis et des régimes fantoches. Ça, c'est pas une découverte, c'est quelque chose d'affirmé à travers les âges et à travers la pratique de ces gens-là. Alors, le rôle des régimes arabes. Le rôle des régimes arabes, on le voit bien, à l'exception de l'Algérie et dans une certaine mesure de la Tunisie, ces régimes arabes sont tous des régimes issus de la colonisation. Ce sont tous des régimes installés par les puissances coloniales qui ont dominé l'arc arabo-musulman depuis le 19e siècle, pour les plus récents. Donc on peut dire que ces régimes-là sont des régimes qui servent, je n'ose pas utiliser des mots trop péjoratifs, qui ne sont pas là pour servir les peuples arabes, qui ne sont pas là pour servir le devenir de la nation arabo-musulmane, mais qui sont là pour servir les stratégies des puissances occidentales. Là, c'est très clair en ce qui concerne l'Égypte, on le voit bien, la Jordanie, on voit bien que tous ces États, comme l'Arabie saoudite, comme le Qatar, comme les Émirats arabes unis qui viennent d'envoyer un avion à Tel Aviv chargé de produits pharmaceutiques et pour aider cet État dans sa guerre contre l'Iran. Donc on voit bien que le monde arabe aujourd'hui est une longue traînée de trahison, une longue traînée de déshonneur, une longue traînée de soumission. Il n'y a rien de bien honorable. Pas effectivement l'Algérie et la Tunisie qui ont des déclarations de principe qui sont tout à fait honorables, hein, qui condamnent l'agression israélienne contre l'Iran, qui se rangent, si vous voulez, d'un point de vue principiel, à côté de Téhéran face à l'agression dont il est l'objet. Donc, à part ces deux pays, tout le reste, c'est un continuum de la trahison. C'est une longue histoire de soumission et de relais de l'impérialisme dans la région. Camarade Bentarra, plusieurs rapports évoquent la possibilité de l'implication directe des Russes et des Chinois à côté des Iraniens et l'implication directe, malgré qu'il est impliqué hein, comme un sponsor, comme aussi un soutien logistique, un soutien de renseignement des Américains à côté des Israéliens. Est-ce que vous croyez d'abord, on évoque aussi l'histoire de ces avions ces avions chinoises qui ont livré soi-disant de matériel aux Iraniens, la présence des experts russes, etc. Est-ce que d'après vous, il y aura aussi une confrontation directe entre les États-Unis et le pôle sud dans cette guerre? C'est une possibilité. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est qu'il y a une coalition occidentale impérialiste, hein, coloniale, autour des principaux pays de l'Union européenne, hein, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, et des États-Unis derrière l'entité sioniste. L'Iran ne bénéficie pas du même appui de la part de ses alliés stratégiques qui sont effectivement, comme vous l'avez dit, la Russie et la Chine. Alors, quelle est l'aide, quelle est l'implication de ces deux grandes puissances aux côtés de l'Iran? Pour l'instant, on sent qu'il y a une sorte de révolte, de refus de la Chine et de la Russie face à une éventuelle intervention américaine. Jusqu'où iront-ils? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Poutine déclare qu'il craint une troisième guerre mondiale. Il dit aussi qu'il est obligé de tenir compte qu'Israël est un pays russophone peuplé de 1 à 2 millions de gens qui ont quitté la Russie, ou définitivement ou temporairement, mais qu'il a des relations extrêmement étroites avec l'Iran, avec laquelle effectivement il coopère, et il a même un traité d'amitié qui ne s'étend pas très loin dans le domaine stratégique. Tout comme la Chine d'ailleurs, hein, qui a un même traité d'amitié avec l'Iran, qui date de 2021, je crois, qui ne s'étend pas de manière explicite
aux questions de défense. Mais il est certain qu'aujourd'hui, dans le rapport de force global, l'Iran est la première ligne de défense je n'ose pas dire du BRICS, mais la première ligne de défense des pays qui émergent sur le plan international pour contester l'unipolarité blanche occidentale. Ça, c'est clair. Donc, les Chinois et les Russes ont-ils intérêt à laisser tomber l'Iran dans cette confrontation majeure, hein, dans l'ouverture des portes de l'enfer que Donald Trump veut imposer de manière imminente, semble-t-il, à la région et au monde entier? Je pense que les dirigeants chinois et les dirigeants russes auront la sagesse de se tenir fermement aux côtés de l'Iran, parce que s'ils ne laissent tomber l'Iran, euh, leur tour viendra inéluctablement. Il est clair que ce qui est en cause, ce n'est pas le programme nucléaire iranien. Tout le monde sait que ce programme est extrêmement contraint, encadré. Tout le monde sait que la doctrine nucléaire atomique iranienne exclut la fabrication jusqu'à présent. Hein, depuis 2003, ça a été extrêmement affirmé et réaffirmé à plus d'une reprise. Ils ne veulent pas d'une arme atomique, ils l'ont dit, et on a les moyens de le contrôler. Donc, si vous voulez, il y a une dimension qui est de loin supérieure au programme nucléaire iranien, qui est celle de la mainmise absolue de l'impérialisme sur la région. Les impérialistes américains et leurs valets occidentaux ne souhaitent avoir des régimes comme l'Arabie saoudite, la Syrie de ce takfiriste-là qu'ils viennent d'installer au pouvoir. Ils veulent des régimes comme celui d'Erdogan, mais ils ne veulent absolument pas d'États souverains, autonomes, non alignés, qui affirment leurs intérêts, qui affirment leur volonté de développement de manière souveraine et indépendante. Voilà. Donc il y a ce qui est en jeu, c'est le contrôle de toute cette région-là, dans la perspective de la guerre qui va inéluctablement avoir lieu entre l'impérialisme et les puissances montantes, à commencer par la Chine. Camarade Penterra, comment vous jugez la position européenne, surtout la position allemande, à travers le chancelier qui a confirmé, qui a déclaré que Israël est en train de faire la mission sale par procuration au nom des Européens? Emmanuel Macron a justifié et applaudi l'agression de l'Iran les premières heures, hein, ce qui constitue une rupture avec l'héritage du général de Gaulle, l'héritage diplomatique, l'héritage de la politique extérieure, mais qui constitue une violation des droits publics internationaux. Ah oui, c'est incontestablement une violation du droit international, mais c'est aussi l'affirmation par ces pays-là que le droit international n'existe pas pour eux. Ces grandes démocraties civilisées et qui donnent des leçons à longueur de temps au monde entier, eh bien, ce sont celles qui violent avec le plus de détermination toutes les règles qu'elles ont elles-mêmes contribué à écrire. S'agissant de l'Allemagne, eh bien, en Allemagne, on voit bien qu'il y a une résurgence sous des formes nouvelles d'un discours suprématiste de type hitlérien. Hein, ces gens, ce chancelier allemand, cette présidente de la Commission de l'Union européenne, tous ces gens qui s'expriment au nom des élites allemandes, en fait, tiennent un discours qui ressemble furieusement à celui qui était à la mode dans les années 30 et 40 en Allemagne. Donc il y a un héritage national-socialiste, un héritage suprématiste, incontestable en Allemagne. Et cet héritage est en train de s'afficher, de s'ouvrir au monde et de s'affirmer de manière ouverte. Le réarmement allemand, tel que souhaité par l'impérialisme américain et les oligarchies européennes, est l'expression du retour du suprématisme germanique dans la région. Donc, rien d'étonnant à ce qu'un chancelier allemand puisse énoncer une pareille énormité qui est
qui traduit à la fois son mépris total pour la vie humaine, son mépris total pour le droit. Donc ces deux caractéristiques sont des caractéristiques nazies. Et ce chancelier, sous des formes bien sûr modernisées, sous des formes actualisées, n'est rien d'autre qu'un héritier de cette tradition idéologique. Ça, c'est clair. S'agissant de la France n'a plus d'autonomie vis-à-vis des États-Unis et d'Israël depuis très longtemps. Hein, depuis Nicolas Sarkozy, qui a fait réintégrer la France dans l'OTAN, en passant par François Hollande, on voit bien que la diplomatie, la politique étrangère française, qui a existé, qui a surnagé, j'allais dire, ou survécu sous Chirac et Dominique de Villepin, eh bien, ces orientations de politique étrangère ont disparu complètement. La France est aujourd'hui une colonie politique, une colonie diplomatique des États-Unis et d'Israël. Alors il y a des gesticulations, des expressions verbales et des postures, mais ça ne dépasse pas une sorte de singularité formelle. Il y a bel et bien un alignement complet de ces deux pays et de l'Angleterre, qui n'a pas varié de ce point de vue-là, un alignement complet sur les positions américaines, quelles qu'elles soient, et sur les positions israéliennes. Israël est vécu par la France actuelle, la France du régime actuel, l'Allemagne et l'Angleterre comme le vecteur d'une mémise occidentale sur la région. Et donc ils vont soutenir, euh, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une formulation qui fut à la mode ici il y a quelque temps, ils vont soutenir quoi qu'il en coûte Israël. Et ce soutien est aussi alimenté par une arabophobie et une islamophobie entretenues depuis très longtemps dans les médias de masse et dans les appareils de propagande idéologique de ces États. Voilà. Camarade Benterra, comment vous expliquez que comment vous expliquez cet acharnement contre ce programme fictif de l'Iran n'a pas pratiquement sur le terrain, il n'y a pas ce programme nucléaire. En même temps, il y a le programme israélien qui est établi depuis des décennies et des décennies, sans contrôle, sans encadrement. Personne ne parle de ce programme, des menaces parce que Israël est un État agressif et agresseur en même temps. Mais on ne parle jamais de ce programme israélien. Et on s'occupe des tentatives, des rêves iraniens. Ce qui se passe, c'est très clair, c'est l'expression extrêmement limpide du caractère de la fourberie occidentale. C'est la fourberie coloniale. Le programme atomique militaire israélien a été un cadeau du Parti socialiste français pendant la guerre d'Algérie. Hein, c'est Guy Mollet, alors Premier ministre colonial, sanguinaire, un boucher innommable, socialiste, hein, tout ce qu'il y a de plus social-démocrate, qui a contribué de manière décisive à l'installation du programme militaire israélien nucléaire. Donc ils sont, si vous voulez, de ce point de vue-là, une partie des élites politiques est complètement impliquée aux côtés de ce programme clandestin non déclaré. Effectivement, cet État fantoche n'est pas signataire du traité de non-prolifération et on sait qu'il dispose d'un stock considérable d'ogives nucléaires. Évidemment, il n'est pas soumis à la loi parce que, effectivement, il faut bien le comprendre, les États occidentaux ne respectent pas le droit international. Ces grandes démocraties à l'intérieur de leur territoire, c'est incontestable, ce sont des États de droit à l'intérieur de leur territoire, eh bien, à l'extérieur de leurs frontières, sont des États pirates. Ce sont des États voyous. Ce sont des États qui ne respectent pas le droit. Comment peut-on qualifier un individu ou une personne ou un État ou une organisation qui ne respecte pas le droit? Eh bien, ce sont des voyous. Et c'est exactement ce comportement sur le plan international qui est insupportable aux yeux de beaucoup de monde à l'intérieur de ces pays, à l'intérieur de l'Occident. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre cette dérive belliciste, agressive, guerrière,
qui accumule les échecs d'ailleurs, parce que si au moins cette logique guerrière était victorieuse, on voit bien que face à la Russie sur le théâtre ukrainien, l'Occident a perdu la guerre. Et peut-être aussi, d'un certain point de vue, une agression contre l'Iran viendrait peut-être atténuer l'amertume de la déroute occidentale qui a coûté 300 à 400 milliards de dollars hein, quand même, face à la Russie. Donc il est possible que, si vous voulez, ce prétexte nucléaire soit l'occasion rêvée pour ces gens-là d'essayer de se relever d'un échec en Ukraine pour imposer une autre logique sur le flanc sud de la Russie et face à la Chine. C'est clair. Donc ils sont là dans cette logique, dans cette diagonale extrêmement dangereuse, effectivement qui peut déboucher sur un conflit élargi. Et au niveau des répercussions sur la sécurité dans la région du Moyen-Orient, on a vu les réactions de Tayyip Erdogan, des menaces, des accusations directes contre Israël, qualification de Netanyahou, qualification choquante, soi-disant c'est l'héritier du fascisme. Et on a vu aussi la position pakistanaise. D'après vous, il y aura des répercussions au niveau de la sécurité dans la région, surtout devant la persistance de Netanyahou de réaliser son rêve de changer le visage du Moyen-Orient, soi-disant. Lui, c'est vrai que changer le visage du Moyen-Orient lui permettrait de faire un peu une fuite en avant par rapport aux poursuites qui le menacent hein, face à la CPI. Ce monsieur et certains de ses collaborateurs est accusé d'être l'âme du génocide en cours à Gaza, ne l'oublions pas. C'est un criminel de masse qui aujourd'hui cherche par l'ouverture et l'élargissement de ce conflit avec l'Iran à la fois à se montrer comme étant le pion le plus sûr de l'Occident dans la région et en essayant de la sorte un peu de se disculper de l'énormité des crimes que son armée et lui-même ont commis et continuent de commettre à Gaza. Donc il y a cela. Maintenant, remodeler le monde, oui, mais vous savez que le monde ne répond pas à des décisions humaines, qu'il y a des évolutions qui aboutissent à des situations tout à fait imprévisibles. Il est difficile de considérer mécaniquement l'évolution du Moyen-Orient comme étant allant de soi sur une victoire totale du sionisme, du colonialisme et des Américains. Moi, je pense que, de manière stratégique, les peuples arabes aujourd'hui brimés, écrasés, bâillonnés, ne perdent rien de ce spectacle. Ils sont tous ces peuples-là savent ce qui se passe. Ils connaissent l'étendue énorme du déshonneur de leurs dirigeants et respectent de ce point de vue l'attitude extrêmement honorable des mollahs iraniens, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec ces gens-là, sur le plan de leur orientation idéologique, leur plan confessionnel ou le plan politique, il reste que la République islamique fait preuve d'un courage et d'un sens de l'honneur qui fait complètement défaut à tous les régimes arabes que nous avons cités tout à l'heure. Donc il y a chez les peuples arabes la conscience très nette du rôle de ces différents acteurs et du poids des enjeux. Pour l'instant, la plus grande victoire d'Israël, c'est d'avoir maintenu au pouvoir ces régimes fantoches et d'avoir divisé les sociétés arabes en les opposant les unes aux autres parfois et en les opposant à leurs vrais intérêts, qui sont des intérêts de libération, de développement et de justice sociale. Voilà. Et d'après vous, ma dernière question concernant l'issue diplomatique, d'après vous, il y aura cette éventualité de trouver une solution diplomatique et à travers les négociations, on a vu aujourd'hui
cette réunion européenne en présence de Arakchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, est-ce qu'il y aura quelque chose de concret d'après vous? Moi, je suis extrêmement sceptique. Je pense que les Américains comme les Israéliens ont besoin de cette guerre. Ils ont besoin de cette guerre. Ils ne peuvent pas échapper à cette fenêtre d'opportunité. Nous l'avons dit depuis plusieurs années, toi et moi, nous en avons discuté à plusieurs reprises. La situation depuis l'élection de Trump est totalement idéale pour les colonialistes et les fascistes israéliens et leurs appuis pour se débarrasser de l'axe de la résistance. On a bien vu comment, grâce à la trahison de Erdogan et de ses roitelets du Golfe, comment ils ont réussi à évincer le régime ba'athiste de Damas. Comment ils ont réussi, grâce à la collaboration extraordinaire de tous les services occidentaux, à affaiblir significativement le Hezbollah. Donc, il ne reste plus que les Houthis, les glorieux Houthis, les très respectables Houthis, et la République islamique pour refuser le programme impérialiste dans la région. Aujourd'hui, je pense que tous à Washington comme à Tel Aviv sont convaincus que c'est le moment ou jamais de se débarrasser de ces deux ennemis. Donc, si vous voulez, tout l'enjeu, toute l'incertitude réside dans les capacités de résistance et de riposte éventuellement de l'Iran. Si l'Iran est capable de faire face à ce qui la menace, et ce qui la menace est terrifiant, hein, c'est une sorte de réédition de Shock and Awe de Bush en 2003, c'est une sorte de remake de ce film-là. Alors, espérons que cette fois-ci, les Chinois et les Russes se rendent compte que s'ils ne viennent pas de manière plus observable, plus quantifiable, aux côtés de l'Iran, on ne leur demande pas de rentrer dans le conflit, hein, mais qu'ils assurent un soutien logistique, un soutien diplomatique. S'ils ne le font pas, à ce moment-là, je pense que ces pays seront exposés eux-mêmes à ce qu'ils auront réussi à éviter aujourd'hui. Donc, solution diplomatique, très sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout dans la sincérité des Occidentaux. Il faut être fou pour faire confiance à ces gens-là. Il est clair qu'ils gagnent du temps, qu'ils essayent d'imposer une capitulation à l'Iran. On a bien vu ces Européens revenir sur le refus aujourd'hui de l'enrichissement sur le territoire iranien, ce qui est une contravention directe au droit international et à tout ce qu'on a pu faire depuis une quarantaine d'années sur le plan du nucléaire civil. Donc on est dans une situation qui, à mon avis, laisse peu de chance aux diplomates et laisse plutôt le terrain ouvert aux militaires. Est-ce que les Américains et les Israéliens pourront infliger une défaite telle à l'Iran qu'ils se débarrasseront du régime, parce que c'est aujourd'hui ce qu'ils disent ouvertement. Hein, on n'est plus dans le discours sur le programme nucléaire, on est sur le changement de régime. Donc, regime change, comme ils disent. Donc, on est dans une situation où c'est une collision directe entre la volonté des Iraniens, la volonté de la République islamique, de continuer sur son axe de résistance à l'impérialisme, son axe d'autonomie et d'indépendance, et les puissances vampiriques, les puissances agressives de l'Occident. Voilà. Merci infiniment, camarade Amour Bandera. J'espère vous retrouver prochainement pour des autres rencontres. Je suis vraiment désolé d'être pessimiste, excuse-moi, je suis vraiment désolé d'être pessimiste, mais on s'attend dans les heures qui viennent à une agression en Iran. Donc, soyons vigilants et tenons-nous raisonnablement. À la fin du compte, camarade Bandera, on peut dire et on peut confirmer que Trump, c'est un menteur. C'est un menteur. Toutes ces promesses de paix, de réalisation de paix, le prix Nobel et tout, rien. Je vois rien de ces promesses électorales. Trump est un animateur de matchs de catch.
C'est Oui. un mauvais homme d'affaires, c'est un menteur professionnel. Croire en Trump, c'est vraiment faire preuve d'une naïveté étourdissante. Voilà, Merci infiniment, camarade Benter, et à bientôt. Merci beaucoup. Au à revoir. bientôt, frère. Merci beaucoup.